Donc, je vais vous parler de logging en Go et logging entre services, microservices ou pas en fait, puisque microservices c'est tellement à la mode, ça fait venir les gens. Euh, Donc, tout d'abord, avant de commencer, euh, pour se motiver à faire plus de choses dans le cadre des meetups, nous avons maintenant un Twitter où nous suivre, où nous allons faire les annonces des prochains meetups et des genres de choses et de tout ce qui tourne autour de GoSXVGo. Je vous invite à nous suivre pour pour savoir quand il y a des meetups et ce genre de choses. Et on a un magnifique logo avec des petits cœurs partout, c'est trop mignon. Et un bretzel. Une bretzel. Ça doit être au Rimbaud, ça je sais pas. Donc, de quoi vais-je parler dans cette présentation? Donc, vraiment, comment gérer les logs, comment les écrire depuis les services, depuis les applications écrites en Go. Je ne vais pas du tout parler de la partie d'après, de l'indexation des logs, de l'agrégation, du nettoyage des logs, de la recherche dans les logs. Ça, c'est un tout autre sujet, c'est pas de ça dont je vais parler aujourd'hui. Si c'est des sujets qui vous intéressent, manifestez-vous. Il y a peut-être des gens, peut-être nous, peut-être d'autres, qui seraient prêts à en parler. Mais peut-être que c'est plus pour le meetup DevOps que le meetup Go alors. Donc, à la base, loguer des informations utiles dans des applications, c'est quelque chose de difficile. C'est-à-dire que quand on crée une petite application, on peut facilement utiliser la lib standard et faire des petits println. Si l'application elle fait moins de 1000 lignes de code, on s'en sort, on sait d'où viennent les logs, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Ici, on a un petit serveur web de base. Dès qu'il y a une requête, on écrit une ligne de log. C'est génial, ça écrit quelque chose, mais c'est pas très utile. Donc, ce que propose la lib standard, à mon goût, n'est pas suffisant pour rédiger des logs de qualité. Il y a besoin de mettre quelques niveaux au-dessus pour pouvoir structurer un petit peu ces logs et les rendre utiles. Ou bien, il faut avoir une politique de faire sur qu'est-ce qu'on écrit dans la string qui est affichée dans les logs. Mais je déconseille. Donc, déjà, quand on a une API web, ou un service web, on a tendance à vouloir à vouloir loguer toutes les requêtes. Donc, une première pratique, c'est de créer un middleware pour pouvoir écrire ces logs. Donc ici, j'ai un exemple de middleware. Donc, grosso modo, un middleware, ça prend un handler de fonction et ça en renvoie un. Et ici, donc, on log quelque chose avant la requête, on fait la requête, on récupère le temps après la requête et on écrit une ligne de log après la requête. Donc, au résultat, on a déjà quelque chose. C'est pas plus structuré, mais au moins on a un petit peu d'informations sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été appelé et comment. Mais encore une fois, c'est pas très utile parce que on sait pas, on n'a pas d'informations. Par exemple là, il manque la méthode HTTP, il manque le code de retour, il manque plein d'informations. Et c'est encore des strings qui sont très difficilement interprétables de manière automatique. Donc l'étape d'après, c'est de formater un petit peu plus ces logs, de manière à ce qu'ils soient lisibles par des entités. Je parlais de LK avant pour que un Kibana puisse, Elasticsearch du coup puisse indexer correctement les différents champs des logs. Chez Scalingo, on a fait le choix d'utiliser la lib logrus, donc qui est aujourd'hui une des libs en Go les plus populaires, j'ai envie de dire, pour loguer. Ça a été utilisé par exemple dans Docker, dans tout l'écosystème Docker. Parce que ça touche aussi Kubernetes, etc. Ils utilisent Logrus en interne pour structurer leurs logs. Et donc, le Logrus est basé sur du clé-valeur. Donc, quand on veut loguer quelque chose avec cette lib, on va définir des champs. Par exemple, ici, je veux loguer la méthode en prenant la méthode de la requête, le chemin qui est appelé, en prenant le chemin qui est appelé, et l'adresse IP d'où vient la requête, par exemple. Donc, une fois qu'on a défini ces champs, on crée un logger et on crée un logger avec ces champs. Et ici, quand j'ai mon logger, je fais logger.info, donc le message sera starting request et il sera tagué ensuite avec la méthode, le chemin et l'adresse source. Donc,
juste pour montrer, donc ici il y a l'initialisation de mon logger, donc je donne le format que je veux pour la date notamment, et ensuite je l'injecte dans mon middleware en disant je vais utiliser ce logger là, et ensuite logrust c'est complètement immutable, c'est-à-dire que ici j'ai un logger, logrust.field logger, celui-là même, et ensuite en fait quand je fais un logger.withfields, j'ai un autre logger qui hérite en fait de la configuration du premier sur lequel on a ajouté les fields en question. Et donc l'étape d'après, c'est on fait la requête, et après la requête, je reprends mon logger et j'y ajoute les champs liés à la requête, donc le status, le code de statut, la durée, la taille, le nombre d'octets qui ont été envoyés, et ensuite j'affiche directement request completed. Donc ici on commence à avoir des choses un petit peu plus intéressantes. Donc on a, pour chaque requête maintenant, on va avoir une ligne qui dit starting request avec les informations de où ça vient, quel verbe HTTP et le chemin. Ensuite le handler, quel que soit son fonctionnement. Et ensuite une ligne à la fin qui reprend en fait les premiers champs et qui ajoute donc, le nombre d'octets qui ont été échangés, le status et la durée de la requête. Donc ça c'est déjà un petit peu mieux, avec ça déjà on a une structure dans nos logs. Et ça nous permet ensuite de assez facilement dire je veux récupérer toutes les lignes de log où le statut c'est 200. Comme ça, rien que pour pouvoir les compter, ça va être facile. Rien que pour pouvoir détecter quand il y a des erreurs 500 pour le monitoring par exemple. Ce genre de choses. Mais c'est pas tout. C'est mieux que d'avoir des simples strings, parce que c'est plus utile, mais ça nous aide pas à faire des logs. Je vais me permettre... Voilà. Ça nous permet de loguer un service ici, mais ça n'a rien à voir avec du multiservice. Là, on a deux services qui vont sortir exactement ce même type de log. On n'est pas capable de savoir qui a communiqué avec qui, dans quel ordre, etc. etc. Donc ça, c'est une première étape, c'est dans chaque service, il faut des logs structurés. C'est une première bonne pratique. Nous, on a fait le choix d'utiliser le contexte pour passer le logger de fonction en fonction. Donc je ne sais pas si vous êtes tous habitués à utiliser le contexte, c'est quelque chose qui a été introduit dans la dernière version de Go. Donc le contexte, c'est grosso modo une structure qui contient des clés valeurs, quelles qu'elles soient, et qui permet aussi de gérer l'annulation d'une fonction. Si par exemple on a plusieurs choses en parallèle qui s'exécutent, qu'on a une qui se termine en premier et qu'on veut annuler l'autre, via le contexte, c'est le genre de choses qu'on va pouvoir faire. Ici, c'est pas cette fonctionnalité-là qui vous intéresse. Nous, notre but, c'est de prendre le contexte, mettre notre logger dedans, et ensuite passer le contexte à toutes les méthodes pour récupérer le logger parent, pour qu'on ait toujours en fait les mêmes champs qui ont été définis de méthode en méthode dans notre application. Donc, dans notre cas, on a créé une petite lib qui permet de récupérer le contexte d'une requête. En fait, depuis Go 1.8, il me semble, dans l'objet http.request a une méthode contexte qui donne le contexte de la méthode et dans lequel ensuite qu'on peut utiliser pour ajouter des champs. Donc, ici dans le middleware, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je rappelle le middleware, enfin c'est ce qu'on a vu avant ici, donc le middleware qui s'occupe de loguer avant, faire la requête, loguer après. Ici en fait, tout au début du middleware, avant de faire la requête en fait, on va dire je prends mon logger, je l'ajoute dans le contexte, donc ça me donne un nouveau contexte, c'est aussi quelque chose d'immutable, quand on rajoute quelque chose on en a un nouveau, et on crée un nouvel objet contexte avec la requête. On crée une nouvelle requête avec le contexte, et en fait, notre handler qui va être appelé dans le next ici, il aura hérité du logger via le contexte. C'est-à-dire que, je pense que je l'ai ici. Non, je ne l'ai pas ici, excusez-moi. Je l'aurai sur la prochaine slide. Grosso modo, c'est pour montrer ce qu'il y a à l'intérieur de ma lib de contexte qui est ici. Donc quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, grosso modo, je regarde, est-ce que le contexte a un logger? Si oui, je le renvoie. Sinon, j'en crée un par défaut et je le renvoie. Et c'est quelque chose qui
En fait, le contexte, c'est quelque chose qui peut être perdu, c'est-à-dire que parfois, vous appelez une méthode dans une lib externe, la lib externe demande un callback et vous rappelle vous, mais vous ne renvoie pas le contexte par exemple, mais vous avez quand même besoin de loguer potentiellement. Et donc en fait, juste ça, c'est une sécurité pour toujours avoir un logger qui est structuré de la manière dont vous souhaitez, avec la configuration que vous souhaitez. C'était une petite parenthèse par rapport à ça. Donc, le point qui commence à devenir intéressant pour pouvoir comprendre, pour pouvoir unifier en fait les logs entre les différents services, c'est d'avoir quelque chose en commun. C'est-à-dire un utilisateur, il fait une requête à un service 1, le service 1 va communiquer avec le service 2 et 3. Il faut qu'on soit capable de dire les lignes de log du service 1, du service 2 et du service 3, ils dépendent grosso modo de la requête qui est venue de l'utilisateur au début. Et donc pour ça, en fait, on utilise un header qui s'appelle le xRequestID, ou le requestID tout court, qui va être injecté quand la requête arrive de la part de l'utilisateur. Et ensuite, elle va être envoyée dans le contexte, et partout dans l'application, on aura accès à ce requestID pour le logger, et pour aussi l'envoyer aux autres services. Donc ici, j'ai un non-middleware HTTP, qui grosso modo regarde si le header xRequestID existe. S'il n'existe pas, on le crée, parce que ça veut dire que c'est le premier service qui reçoit la requête. Et ensuite, de la même manière qu'avant, on mettait le logger dans le contexte, ici on met le requestID dans le contexte. Donc on a une nouvelle requête, et on passe cette nouvelle requête au handler d'après, donc un autre middleware, ou directement la fonction qui va exécuter la méthode HTTP. Et dans le logging middleware, donc ce qui vous intéresse, c'est d'ajouter en fait le requestID en tant que champ du logger. Donc ça fait qu'ensuite, par exemple, avec un simple grep, on récupère un ID de requête, on fait un grep dessus, on a toutes les lignes de log qui dépendent d'une requête. Donc ça, c'est la première étape. L'étape d'après, je pense que j'y arrive. Il y a une autre petite parenthèse, c'est-à-dire que ce header, là j'ai écrit comment l'injecter en Go, mais souvent ça va être avant que ça va être fait, ça va être au niveau du reverse proxy, que ce soit Apache ou Nginx ou HAProxy. Tous ces reverse proxy ont souvent un module pour ajouter un request ID, c'est quelque chose d'assez standard. C'est aussi quelque chose que dans les passes, genre soit chez nous, soit chez Heroku ou dans d'autres passes, c'est quelque chose qui est fait par défaut. Nous, on va ajouter des request ID systématiquement sur toutes les requêtes. Que l'application qui est derrière l'utilise ou pas, c'est juste que c'est une bonne pratique de commencer en fait le chemin de request ID à partir du reverse proxy. Donc l'étape d'après, c'est ce request ID, on l'a passé, donc toutes les lignes de log vont l'afficher en fait, en tant que tag du log, mais c'est aussi une fois qu'on va communiquer avec un autre service, en fait, on va le forwarder. Quand le service 1 va communiquer avec le service 2, ce request ID, on va le mettre en header dans le service 2, et comme ça le service 2, pareil, ces logs, ils vont être tagués avec le même request ID. Et donc ensuite, quand on a agrégé nos logs, on peut, pareil, faire une recherche sur ce request ID, on va voir les logs du service 1 et du service 2 qui dépendent en fait de la même requête initiale. Donc ici, de manière assez simple, on récupère depuis le contexte qu'on a. Donc le contexte, c'est vraiment cet objet qu'on envoie dans toutes les méthodes. Toutes les méthodes, c'est aujourd'hui une pratique assez commune que toutes les méthodes d'une application, toutes les fonctions, ont un premier argument un contexte. Et donc le handler HTTP à la base, donc il a son contexte, il va l'envoyer à toutes les méthodes jusqu'au client qui va communiquer avec un autre service, soit en HTTP ici, donc on récupère le contexte, on l'ajoute en header de la requête qu'on va faire à un autre service, soit si on utilise par exemple des message queues, on recommande de l'ajouter dans le contenu du payload du message en tant que champ. Et comme ça, à partir d'ici, s'il y a un traitement asynchrone qui est fait par service 3, 4, 5, si on a un bus de messages dans l'infrastructure, pareil, ils vont récupérer ce request ID et taguer le traitement de ce message avec ce request ID. Donc ici, de la même manière, donc, on a un producteur qui va produire un message pour une message bus ou un message queue. Il récupère la valeur depuis le contexte, il l'injecte dans le payload du message et ensuite on envoie le message.
c'est quand on le récupère, en fait, c'est un peu comme le middleware HTTP que j'ai montré avant. Quand on récupère une requête HTTP, on regarde est-ce que dans les headers, il y a un request ID, et ensuite on le met dans le contexte. Ici, de la même manière, on regarde, on prend le request ID et on l'ajoute dans le contexte pour ensuite gérer le message. C'est exactement la même manière. Quel que soit le type de communication en fait, que vous avez entre vos services, il faut trouver un moyen de l'injecter pour pouvoir ensuite retracer où est-ce que ce request ID est allé. Au final, on se retrouve avec ça. Donc on a un utilisateur qui fait une requête à un service 1. Le service 1, potentiellement, il va communiquer avec le service 2, qui lui va potentiellement communiquer avec un service 3. En même temps, on va avoir des messages en asynchrone qui vont être publiés, qui vont être reçus par d'autres services. Et au final, ce qu'on veut, ce qu'on obtient, c'est au niveau des logs, on va avoir des logs avec un contenu et des tags. Et les tags, donc dans les tags, il va y avoir le nom du service, et également le request ID qui va être égal en fait, quel que soit le service. Et donc très rapidement, on peut identifier, ah tiens, à partir de telle requête, tous ces traitements ont été faits dans ces différents services. Donc ce qu'il faut retenir en fait de tout ça, c'est avoir des logs formatés, parce que ça c'est indispensable pour pouvoir les indexer et pouvoir faire des recherches efficaces dessus, parce que faire des recherches sur du full text c'est long et compliqué. Taguer les lignes de log avec un request ID, parce que comme ça, celui-là, on va le passer de service en service. Et donc effectivement, oui, donc le passer de service en service, effectivement, pour qu'on s'y retrouve et qu'on ait quelque chose d'uniforme au final. Donc, ce sera tout pour cette petite conf. J'espère vous avoir donné des bonnes pratiques ou des choses que vous allez remettre en action. Et si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Ou bien des partages de comment est-ce que vous faites vos logs. Justement, c'est parti sur une message queue qui a un traitement, qui après met plus de temps, qui revient plus tard, etc. Est-ce que la request ID reste la même? Est-ce que, si par exemple, s'il y a une tâche qui s'exécute limite comme un cron et qui prend des données qui viennent de plusieurs requêtes, dans ce cas, c'est une tâche à part qui a sa propre request ID? Le propre d'un cron, c'est que ça ne vient pas d'une requête. Donc moi j'aurais tendance à dire que le cron lui-même génère le premier request ID et qu'ensuite si le cron communique avec d'autres services, tu auras en fait l'ID du job du cron en fait en quelque sorte. Mais d'un point de vue général, on considère qu'il faut un request ID par action d'utilisateur. En tout cas c'est comme ça que nous on voit le truc. Donc si un utilisateur ça peut être un outil de monitoring. C'est juste une requête finale qui ensuite va se propager dans l'infrastructure. Il faut être capable de retrouver comment est-ce que cette requête s'est propagée. Donc, voilà. D'autres questions? Je fais ça justement. Content d'utiliser Logrus? Écoute, ouais. Ouais, il fait bien son boulot. Le fait d'avoir des loggers qui sont stateless et de pouvoir ajouter des fields, ça va notamment faire que, imagine, on peut considérer qu'il y a un handler qui va charger un utilisateur en base de données. On va ajouter dans notre logger, par exemple, son user ID. On va remettre le logger dans le contexte et ensuite on passe le contexte aux autres méthodes. Du coup, les autres méthodes, elles vont reprendre le contexte, récupérer le logger, elles vont afficher quelque chose et en fait, elles n'ont même pas besoin de savoir quel est l'utilisateur actuel puisqu'il a été marqué plus haut. Et donc, dans toutes les méthodes, on va avoir cette information commune qui va être le user ID. Et donc, ça permet qu'une fonction parente mette un tag dans le logger et qu'ensuite, tu n'as pas besoin de répéter ce tag dans les actions phi. Toutes les actions phi, les méthodes phi, elles vont automatiquement, quand elles vont loguer quelque chose, elles vont afficher ce tag. Et ça permet d'avoir des logs qui sont bien plus clairs. La pratique que nous on fait, c'est que c'est l'entité qui charge une donnée en base de données, s'occupe de modifier le logger, et une fois qu'on est dans les méthodes d'une structure, on ne va plus jamais loguer des champs de la structure. Par exemple, si on veut avoir un tag pour que ce soit plus compréhensible par des humains, par exemple, on traite, je vais prendre l'exemple de nom de domaine. Donc pour générer des certificats SSL, nous on aime bien pouvoir lire les logs et savoir de quel nom de domaine ça parle directement. Donc on a l'entité qui charge le nom de domaine, va afficher le nom de domaine dans les logs, et ensuite toutes les méthodes d'après vont toujours afficher le nom de domaine, même si explicitement dans leur logger ils n'écrivent pas log.domain.name. Elles vont faire d'autres choses, mais on a le nom de domaine qui se retrouve. Donc on va pouvoir faire des jolies recherches là-dessus en fait.
C'est ça. Le logger, on lui donne des champs, on le met dans le contexte, et on donne le contexte à la méthode d'après. La méthode d'après, elle récupère le logger, potentiellement elle ajoute des champs ou pas, mais elle va utiliser le logger pour faire quelque chose. Si elle ajoute des champs, elle va modifier le contexte pour remettre un nouveau logger en fait dedans et l'envoyer aux autres méthodes. Vu que tout est toujours stateless, dès qu'on fait une action, il faut modifier le contexte. On a un logger, on crée un nouveau logger, donc on crée un nouveau contexte. C'est pour ça qu'avoir des petites méthodes comme le logctx.get, ça permet de faire les choses plus rapidement. Globalement, ça a certainement un overhead, mais qui est globalement négligeable. Enfin, je veux dire, nous, on utilise énormément, ça ne nous a pas posé de problème. Ça utilise un petit peu de RAM, mais ensuite, c'est un contexte, c'est pas un pointeur vers une grosse structure de données. Ça va être, je vais dire, entre 4 et 32 octets, avec potentiellement un pointeur vers le logger. C'est pas beaucoup de données d'appeler de fonction en fonction en fait, c'est relativement négligeable. Ouais. Comment vous générez votre... C'est de Unique ID V4. Et chez nous, c'est notre reverse proxy qui s'occupe de faire ça. Ensuite, comme je l'ai montré ici, si tu veux, voilà. Si tu veux le faire en Go ici, je génère un Unique ID V4 et j'injecte dans l'application. Puisque je le sais maintenant, les Unique ID V4 ont 122 bits de total random, ce qui fait quelque chose, 25 octets de random. Il faudrait 16 000 téraoctets avec le birthday paradoxe. Statistiquement, il faudrait au moins 16 000 téraoctets de UID V4 avant de trouver la première collision. Voilà, t'as ta réponse. Ensuite, on utilise des Unique ID V4, tu peux mettre ce que tu veux. Hein. Si tu as envie de générer une chaîne base64 qui vient de /dev/urandom, tu peux, hein, tu te fais plaisir. Hein. Et ce sera beaucoup plus lent à générer parce que urandom est un peu lent. Ce sera potentiellement beaucoup de temps. Avoir une collision d'une ligne de log d'il y a 3 ans, vu que je pense pas que je vais faire de recherche sur 3 ans de log, ou bien il me faudrait beaucoup de machines d'indexation pour faire ça. Mais Ça inquiète, Amazon a sorti un article là-dessus, et eux ils utilisent le UID V4 avec des requêtes exactement la même chose que nous, pour XML. Et du coup, sur toute la plateforme AWS, ils n'ont pas encore une collision UID V4. Donc, ça devrait être plus ou moins safe. Encore une question sur la taille de vos logs. ouais, c'est raisonnable. 10 gigas donc certainement compressé par semaine, c'est ce qui fait un petit peu de log. Enfin, avec cette volumétrie, tu commences à avoir des problématiques d'indexation et de recherche dedans. Tu peux plus faire un grep sur nserver SSH et espérer trouver quelque chose. Tu as besoin d'un endroit de quelque chose d'un petit peu plus sérieux. On a déployé un ELK en interne chez nous pour ça. En fait, on utilisait Log and Trees à l'époque. Mais dans le cadre que dans les logs, parfois les logs sont un peu mal faits, parfois il y a un peu d'information de client qui peut rentrer dedans, une IP, je parlais un nom, etc. Et dans le cadre de la législation européenne qui change d'ici le 26 mai, je crois, on a fait le choix de rapatrier les logs chez nous dans notre infrastructure et de ne pas les envoyer à des acteurs tiers. Parce qu'on n'a pas trouvé d'acteurs tiers européens. Parce que sur les boîtes américaines, souvent c'est niet de base, mais on n'a pas trouvé d'acteurs tiers européens sur lesquels on peut envoyer nos logs et être safe d'un point de vue légal autour de ça. Comment vous récupérez les logs? Du coup, on a plusieurs sources de logs. On a des logs qui tournent dans des containers Docker. On a des logs qui sont écrits dans varlog de base.
Et est-ce qu'il y a un autre type de log? Ouais, ceux qui, ok. Donc, chez nous, on déploie des applications de trois manières différentes. Il y a les applications qu'on déploie par notre propre stack, c'est-à-dire on fait un git push et c'est notre plateforme qui déploie l'application. On a les applications qu'on déploie via Chef, donc on utilise Chef pour déployer notre infrastructure. Et Chef, il fait deux choses. Il va lancer des applications directement sur les serveurs, certaines, celles qui ont, on va dire, les applications les plus qui permettent de bootstrapper la plateforme en fait, avant de pouvoir utiliser Docker, etc. On a besoin d'avoir un peu de stack installé sur les machines. Et ensuite, des containers Docker déployés via Chef qui ne sont pas déployables via notre stack. Donc on a trois types d'applications qui ont chacune une manière d'envoyer leur log à notre stack ELK au final. Donc on a les applications qui tournent directement sur les machines, elles écrivent leur log dans /var/log/ quelque chose. Pour ça, on utilise un des outils de la stack ELK. En fait, c'est la stack ELK B, parce que le B, c'est pour les bits. Et les bits, c'est des petits agents que tu vas installer et configurer pour dire prends les logs à tel endroit, écoute. Un, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Non, c'était celui-là, voilà. Non, Logstash, il prend les logs directement, il écoute les fichiers. Dès qu'il y a des modifications, Filebit, oui, il va les envoyer directement sur le Elasticsearch. Ok, il envoie sur Logstash. Logstash va potentiellement faire des traitements, genre taguer avec le hostname, taguer différentes choses. Peut-être que c'est Bits qui le fait, mais c'est fait à deux niveaux. Et ensuite, Logstash va envoyer à Elasticsearch la ligne de log. Donc ça, c'est une source, donc c'est les bits qui font partie de la stack ELK. Et pour les services Docker qui sont dans du Docker, on utilise un outil qui s'appelle Logspout, qui en fait écoute les logs via l'API Docker pour les envoyer ensuite à un Logstash et ensuite ça rentre dans le Elasticsearch. Et ensuite, pour les applications qui sont déployées sur notre plateforme, on a un système de log drain où tu peux configurer genre en disant je veux que tous les logs de telle application ils partent vers telle URL. Et en fait, on configure des log drains qui vont vers des Logstash qui vont ensuite vers Elasticsearch. Donc voilà, il y a différents petits canaux, mais grosso modo, ça passe par du Logstash à chaque fois parce que Logstash il s'occupe de rendre les logs un petit peu jolis avant de les indexer. Voilà. Ouais. Il les rend plus jolis.